À l'intérieur de l'avion. L'avion se rapprochait des îles. À l'intérieur, on avait nos ceintures verrouillées et on était assis sur le bord. On était assis sur le bord, de mon dos contre les parois de l'avion, contre les parois en métal de l'avion. Un avion militaire. J'arrivais à sentir au-dessus de moi les bagages mis dans des filets. J'arrivais aussi au-dessus de moi à sentir les parachutes accrochés comme nous à des ceintures. Accrochés comme nous et sanglés à des ceintures, à des sangles, accrochés avec des chaînes au-dessus de nous. J'arrivais à sentir les bagages, j'arrivais à sentir les paquets, les caisses en bois qui étaient juste au-dessus de nous, accrochés à des sangles, accrochés à l'avion. J'arrivais à sentir les sacs de couchage qui étaient mis par rangées de trois, et par beaucoup plus qu'on ne le pensait. Par rangées de trois, chacun les uns à côté des autres. J'arrivais à sentir les sacs de couchage. J'arrivais à sentir les tentes qui avaient été entassées les unes sur les autres, et j'arrivais à sentir tout le matériel militaire. Les mitraillettes, les fusils, les flingues, les mitraillettes qui étaient toutes mises dans un étui noir. Toutes mises dans un étui noir, elles étaient posées sur le côté au-dessus de nous. À l'intérieur de l'avion, il y avait des militaires qui tenaient leurs sangles d'un air sérieux. D'un air sérieux et neutre, ils regardaient en face les autres militaires qui, comme eux, les regardaient. Ils tenaient les sangles les sangles de la ceinture qu'ils les attachaient contre les parois contre lesquelles on était assis. Nous, on était assis tous les deux et moi, je te tenais la main. Quand l'avion est arrivé, il est arrivé sur une île. Il est arrivé sur une sorte d'île. On a alors tout de suite défait les sangles, on a tout de suite défait les ceintures et nous sommes sortis. Les pieds dans l'eau, l'avion est arrivé. Il est reparti tout aussitôt. Tout aussitôt, il est reparti. Les pieds dans l'eau, je me suis retourné. J'ai regardé alors cette énorme île. Qui était partout recouvert d'arbres, recouvert d'arbustes. Recouvert de petits arbustes aux feuilles sombres et aux feuilles sombres d'un noir intense presque noir. J'ai regardé ces petits arbustes, aux feuilles noires, vert presque noir, avec des fleurs rouges. Je me suis approché et j'en ai regardé quelques-unes de ces fleurs rouges. Elles n'avaient que 4 pétales et des pistils blancs. Des pistils blancs avec plein de petites boules blanches. Plein de petites boules blanches et des petites boules jaunes. Des petites boules jaunes sur les pistils. Au milieu, le pistil était noir et j'ai regardé la fleur. J'ai pris la peine de regarder la fleur assez longtemps. Il y avait une grande fleur centrale et au pied de la fleur, plein d'autres petites fleurs qui étaient en train de pousser. Elles poussaient sur le pied de la fleur et la fleur poussait au centre. Partout, il y avait des cailloux qui paraissaient humides parce que la mer passait au-dessus, les vagues passaient au-dessus. Les cailloux étaient humides, couverts d'eau, donc ils brillaient. Ils brillaient à la lumière du soleil. Je me suis assis contre l'un de ces cailloux. Ensuite, je me suis mis dessus. Mon regard survolait la mer. Je me suis assis sur l'un de ces cailloux. Ensuite, tu es venu près de moi. Je t'ai fait une place, et nous nous sommes assis sur l'un de ces cailloux. Ils étaient ronds, lisses, et n'avaient pas la moindre fissure. Ils n'avaient pas la moindre fissure. Ils n'avaient pas le moindre accroc, le moindre trou. Ils n'avaient pas été blessés par les vagues ou par la mer. Ils étaient juste ronds, très foncés et lisses, encore plus foncés qu'ils ne l'étaient. On a regardé cette plage de sable fin. On s'y est assis un moment. Il faisait un petit peu froid et humide peut-être à cause de la taille de l'île, qui n'était qu'une île semblable à d'autres qu'il y avait tout autour. Cette île semblable à d'autres qu'il y avait tout autour, avec des galets noirs, avec ces fleurs qui poussent sur un arbuste aux feuilles très foncées et vertes, avec ces grandes fleurs rouges
et ses pistils aux petites boules blanches, sur un pistil jaune avec une trace noire. On a regardé longtemps tout ce qui poussait sur cette île, mais il n'y avait pas d'habitants. On n'allait pas tomber sur un village un peu plus loin. Il n'y avait aucune personne qui est arrivée. On est resté là longtemps, et quand la nuit est arrivée, soudainement, l'eau est devenue noire, elle est devenue obscure. L'eau est devenue noire, obscure, quand la nuit est arrivée. Mais quand la nuit est arrivée, il faisait plus sec. Il faisait plus sec, et je voyais le haut des arbres retomber. Je voyais le haut des arbres retomber quand il faisait plus sec. Je me suis rapproché près de toi et nous avons marché. Nous avons marché le long des vagues, nous avons marché, sentant les vagues cogner contre nos tibias, cogner contre nos pieds. Ensuite, on s'est assis les pieds dans l'eau. On a regardé la surface de l'eau. On a regardé la surface de l'océan. Il n'y avait aucune pirogue, aucun bateau de pêche, aucun bateau de pêche traditionnel. Il n'y avait rien. Même pas un grand voilier, rien du tout. Juste un océan vide. Juste un océan vide et qui était assez grand pour qu'on puisse y voir une surface et un horizon qui était en train de joncher le reste. Cet horizon qui était en train de joncher le reste des falaises tout au bout. Tout au bout se présentaient des longues et grandes falaises, des hautes et grandes falaises qui donnaient l'impression de flotter dans les airs. Elles donnaient l'impression de flotter dans les airs car elles démarraient dans l'eau. On pouvait les apercevoir de loin. Mais rien ne les reliait. Ces falaises étaient seules, abandonnées au milieu de l'océan, et poussaient. Dessus, il devait certainement y avoir de la verdure, mais aucune vie. Peut-être de la vie animale, mais pas de la vie humaine. Certaines personnes s'arrêtaient peut-être au bord, peut-être qu'au bord, certaines personnes arrêtaient leur bateau et allaient voir là-bas. Peut-être qu'il y avait des fruits qui ne poussaient nulle part ailleurs, comme par exemple le fruit du cocotier, ou alors peut-être le fruit du cocotier, ou alors peut-être encore certains autres fruits, comme par exemple le fruit du chocolat. Peut-être que certaines personnes allaient en récupérer là-bas, et qu'ils repartaient avec une pêche de fruits dans des filets de pêche ou des filets tout simples. Ils repartaient au village avec leur bateau. Ils traversaient toute la rivière Boa, et ensuite, une fois qu'ils avaient traversé la rivière du Boa, ils arrivaient au village, et leur récolte avait été judicieuse. Et ensuite ils les posaient. Il devait y avoir d'autres bateaux qui arrivaient ensuite. Il devait y avoir d'autres bateaux qui arrivaient juste après eux, peut-être des bateaux qui déposaient des poissons par centaines dans des filets, qu'ils déversaient sur une surface lisse, comme par exemple une planche de bois qu'ils avaient fabriquée au village pour les récoltes de fruits, ou alors pour les récoltes de poissons. Nous étions là sur cette plage et nous étions en train d'essayer imaginer un peu tout ça. La nuit, on se collait l'un contre l'autre. On restait l'un contre l'autre parce qu'il faisait sec. Nous n'avions pas besoin d'une tente fabriquée avec des feuilles de palmier, ou pas besoin d'une tente fabriquée avec un vieux tissu. Nous n'avons besoin de rien. Simplement nos vêtements, et peut-être ma veste par-dessus mon épaule et par-dessus ton épaule. On dormait l'un contre l'autre près d'un caillou. Les cailloux la nuit, les gros cailloux noirs la nuit qui étaient contre la mer, qui étaient contre les vagues de la mer. La nuit, ceux qui étaient près de la forêt, ils se réchauffaient. Ils se réchauffaient certainement à cause des arbres, et à cause des arbres qui étaient tous l'un contre l'autre. À cause des arbres qui étaient tous l'un contre l'autre à l'intérieur de la forêt, ils devaient certainement garder la chaleur, et en faire peut-être une source de chaleur qui devait certainement s'évaporer dans les airs et tourner tout autour de la forêt. C'était sûrement ce pourquoi on avait chaud. On se mettait contre un caillou et la surface en était chaude plus qu'autre chose. On dormait l'un contre l'autre en cuillère et moi je mettais ma veste contre toi. On fermait les yeux et on se réveillait le lendemain matin avec le soleil qui frappait contre ce caillou et qui donnait l'impression à la mer de briller, parce que les reflets du soleil qui frappaient contre la surface de la mer donnaient l'impression que des millions de diamants
et des millions de fragments de verre étaient à la surface de l'eau. C'était magnifique. On levait les yeux et on s'asseyait sur un caillou comme d'habitude. On n'a pas commencé à faire comme les naufragés, à se bâtir une lance pour pouvoir aller pêcher le poisson. On a simplement profité en attendant le prochain radeau, ou alors en attendant la prochaine pêche, ou alors en attendant simplement le prochain bateau, que la prochaine pêche qui viendrait à cette île nous prenne avec eux. Quand la prochaine pêche est arrivée, un radeau est arrivé, une sorte de radeau qui avait été fabriqué avec des planches, avec des bouts de bois, et sur lequel il y avait un voile, certainement fabriqué à la main. Il avait l'air usé. Il avait l'air très facilement usé. Des femmes et des hommes nous ont invités à monter dessus. On est monté dessus, et il y avait des barils. À l'intérieur, des fruits qu'ils avaient récoltés certainement sur ces grandes montagnes. On en a pris certains et on a demandé si on pouvait. Les femmes, avec un couteau, nous l'ont ouvert en deux, nous l'ont vidé dans les mains, et on a commencé à manger avec elles. Un des enfants qui était à côté de nous nous a demandé s'il pouvait en avoir, parce qu'il n'arrivait pas à couper son fruit en deux. J'ai ouvert un fruit en deux, j'avais regardé comment la femme avait fait. J'ai ouvert le fruit en deux, je lui ai vidé dans les mains. On a mangé ensemble avec ce petit enfant qui était à côté de nous. Quand on a rejoint le village, le radeau est arrivé. Il s'est mis sur le côté près d'un rocher. Ils l'ont accroché au rocher. Et nous avons rejoint les vagues sur le bord de la mer en passant par les rochers. On a rejoint le village un peu plus loin. Les récoltes avaient été prodigieuses, judicieuses. On les a alors posées sur cette grande table et on a aidé tout le village. À ramener les récoltes de fruits et les récoltes de poissons. On a aidé les femmes du village qui étaient en train de vider les poissons et de déposer les abats sur le côté. Elles déposaient les abats sur le côté, mais une vieille femme est arrivée. Quand on déposait les abats sur le côté, j'étais sur le point de les jeter. Elle me les a pris dans les mains. Mes mains étaient couvertes de sang, de tripes de poisson. Elle m'a regardé et elle m'a dit qu'on gardait les abats. On gardait les abats et les tripes de poisson. Elle les a mises dans une grande casserole, une grande marmite en métal. Elle a commencé à verser de l'eau de mer. Évidemment, elle était déjà salée. Ils avaient réponse à tout ici. Ils avaient réponse à tout. Comment faire à manger correctement? Ou alors comment suivre les traditions? Comment faire à manger correctement? Comment faire en sorte que leur pêche soit bonne? Comment faire en sorte de trouver des fruits? Et comment faire en sorte de pouvoir s'habiller correctement? Ils avaient presque réponse à tout. Presque à tout. Mais cette femme est arrivée. Elle m'a pris les abats des mains et elle les a mises dans une marmite. Elle a mis de l'eau qu'elle a été chercher au bord d'une petite rivière qui s'est lancée dans la mer entre les rochers. J'ai vu que cette femme prenait des oursins à la main, à main nue. Elle les ouvrait en deux, elle les cassait avec une sorte de pierre sur laquelle elle appuyait sur leur coquille. Elle récupérait les femelles, uniquement les femelles, car seulement les femelles se mangent. Elle les mettait à l'intérieur et faisait une sorte de... Elle était en train de faire une sorte de repas, une sorte de soupe qu'elle avait appelée la soupe de pochot. En appelant cette soupe la soupe de pochot, le soir, quand on est retourné à la hutte, un petit enfant est arrivé près de nous. Il nous a présenté un bol avec la soupe de pochot. Je lui ai demandé si c'était ça. Il nous a dit que c'était la soupe de pochot et tout le monde dehors était en train de le boire autour du feu. On les a rejoints et une jeune femme a retiré son voile de ses cheveux noirs et nous a regardés. Elle a retiré son voile blanc de ses cheveux noirs et son voile orange de ses cheveux noirs. Elle nous a regardés avec ses yeux bleus lumineux à la lumière du feu de camp, et elle nous a invités à s'asseoir sur une bûche. On s'est assis et on a commencé à boire avec les autres. On est retourné dans notre hutte et ce soir-là, on s'est endormi. On s'est endormi à deux ce soir-là. Il était vrai que le lendemain matin, le remède de Pochot me donnait une forme olympique. J'étais parti à la nage pour pouvoir rejoindre les rochers de l'autre côté, et de loin je te disais « N'aie pas peur, rejoins-moi ».
Tu m'as rejoint et nous sommes restés assis sur les rochers un bon moment, regardant les nombreux bateaux qui partaient chercher des fruits et qui partaient une nouvelle fois chercher une pêche qui pouvait être encore plus judicieuse et encore plus nourrissante que la première. On regardait les bateaux partir et on leur faisait signe. Ensuite, nous sommes rentrés de même à la nage.